Alors, bonjour à toutes. Moi, je vais dire toutes, parce que vu qu'on a tendance à encore refuser le langage épicène dans bon nombre d'endroits, on va faire le langage on va faire le féminin dominant ce soir. Ça vous va? Vu que vous, de toute façon, en plus, les femmes sont surreprésentées, autant l'assumer complètement, n'est-ce pas? Et moi, j'ai des cheveux longs, alors j'ai le droit. Bon, alors, oui, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quel côté de la Sarine vous habitez. D'abord, avant de commencer, effectivement, on va continuer la litanie des remerciements, mais merci beaucoup à toute l'équipe de partenaires enfance et pédagogie de m'avoir invité, mais également au Centre de ressources en éducation de l'enfance, et particulièrement à Fabienne et à Corinne qui ont été mes principales interlocutrices, en tout cas par mail. Donc voilà, je les remercie tout particulièrement. J'aimerais aussi remercier l'équipe de Réversible Film pour garder ce moment historique en images et que vous puissiez ensuite y revenir évidemment quand vous avez des nuits d'insomnie ou autres problèmes existentiels de ce type-là. Alors, je reprends ici le titre de la conférence, en fait le titre qui a été donné à ces deux conférences, donc travailler ensemble autour de l'enfant, à quelles conditions. L'idée, c'est que avant que je débute vraiment dans le propos et dans le contenu, je vous donne quand même deux points de préambule qui servent avant tout à éviter les espoirs déçus et puis aussi à être sur la même longueur d'onde pour les 2 heures qui vont suivre. Voilà. Donc, comme les plus attentives d'entre vous l'auront remarqué, il y a 2 conférences de ma part ce soir. La première conférence que j'ai intitulée « Être partenaire et travailler en réseau », des évidences contemporaines. Je vous ai mis en dessous peut-être la question à laquelle je vais tenter de répondre, en tout cas de vous donner des pistes de réponse. Donc c'est comment les parents et les différents professionnels en sont venus à devoir être partenaires et à travailler en réseau. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette première conférence, j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. En tout cas, c'était soit de faire un travail vraiment socio-historique autour de l'évolution des rapports entre les professionnels de l'éducation et les parents, ou plutôt de prendre le regard plutôt sociologique des institutions, qui est plutôt de regarder l'évolution en fait du travail institutionnel en tant que tel, et comment ce travail institutionnel a demandé à être décloisonné pour s'ouvrir à d'autres horizons qui n'étaient pas forcément à l'intérieur des agents et des agentes de l'institution à proprement parler. Voilà. J'ai pris comme option la première, parce que ça me paraissait être beaucoup plus concret en termes de discours, ça m'évitait de rentrer dans des trucs trop théoriques et puis de rester peut-être sur quelque chose d'un peu plus concret. Donc voilà, avec un choix qui est un parti pris, ça ne résonne pas trop. Moi j'ai l'impression que ça résonne à mort, mais... Non, ça va? C'est vrai ça? Ok, bon, tant que ça vous va. Donc j'ai pris ce parti de vous parler justement de l'évolution, justement de ce rapport socio-historique entre les parents et les différents professionnels pour voir comment le partenariat, le travail en réseau s'est imposé. Nous arrivons ensuite à la deuxième conférence où là on va plonger vraiment dans le cœur du travail en réseau à travers un regard très particulier qui est le regard des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Puisque ce sont des professionnels que j'ai rencontrés sur mon terrain de thèse. Et puis, du coup, j'ai vraiment tenté ici de essayer de vous restituer peut-être les épreuves auxquelles le travail en réseau les soumet, de quel type d'épreuves on est en train de parler, vraiment essayer de reprendre leur regard et essayer de se mettre à leur place. C'est ma mission, en tout cas, pour la seconde conférence. Deuxième point de préambule, d'où je vous parle. Si on m'a invité, alors Fabienne on a déjà dit quelques mots sur mon parcours, et évidemment, je ne savais pas que ça allait le faire, donc du coup, il y aura peut-être légèrement une petite redite sur ce point-là. Donc, j'ai effectivement réalisé une thèse de doctorat que j'ai terminée en juin 2022, donc c'est relativement récent, et du coup, ça m'honore énormément d'être là ce soir avec vous toutes, pour pouvoir vous parler de ce travail-là, un travail qui m'a occupé pendant les 5 dernières années, en 2017 et 2012. Donc cette thèse s'intitule « Dans l'arène du partenariat, enquête au sein des réseaux préscolaires, lors de la transition vers la scolarité obligatoire d'enfants identifiés comme ayant des besoins éducatifs particuliers ». Elle a été dirigée par la professeure Tania Auguet de l'Université de Fribourg et par le professeur Patrick Bonvin, qui est professeur dans cette maison-là.
Et puis pour ce travail-là, j'ai emprunté une approche principalement sociologique, donc vous verrez qu'effectivement tout ce que je vais vous présenter aura cette teinte-là, malheureusement. Enfin, ça fera peut-être des heureuses ou des déçues, mais c'est comme ça. Ensuite, quelques mots sur l'enquête que j'ai menée, donc vraiment le matériau empirique sur lequel je me base pour vous présenter tout ce que je vais vous présenter pendant les deux prochaines conférences. Donc c'est une enquête qui s'est déroulée pendant 2 ans sur le terrain avec 7 situations d'enfants à besoins éducatifs particuliers dans l'année précédant leur entrée à l'école. Et donc tout l'objectif de ces suivis était de suivre en fait tout ce travail de réseau, qu'est-ce qui se faisait, quelles étaient les interactions entre les parents et les différents professionnels, entre les différents professionnels entre eux, d'aller observer ces rencontres de réseau également, et puis également de passer du temps dans des structures de la petite enfance pour également faire des observations un peu plus flottantes, me faire une idée de l'enfant dont on parle, pas que je sois complètement ignorant quand j'arrive au réseau, mais que j'ai une petite idée de comment l'enfant se comporte en collectivité. Donc en tout, c'est voilà, en quelques chiffres, hein, c'est 46 entretiens qui sont réalisés avec des parents et des professionnels, 9 observations de rencontres de réseau et 17 demi-journées d'observation dans des structures de la petite enfance. Voilà pour les 2 préambules. Un tout petit dernier conseil aussi également. Vous avez vu qu'il y a un temps de questions à la fin. Si vous avez des questions de fond ou des questions qui nécessitent un développement, je sais que des fois, ce n'est pas toujours distinguable les unes des autres, mais vous les posez à la fin. Si tout à coup, vous avez une question par contre sur quelque chose qui vous un élément de compréhension, parce que je me suis mal exprimé ou j'étais un peu trop vite en besogne, vous n'hésitez pas par contre à lever la main et je vous répondrai le plus rapidement possible. D'accord? Voilà. Donc, première conférence, être partenaire et travailler en réseau, des évidences contemporaines. Alors, le plan de la première conférence, il est divisé en trois actes, qui est une espèce de périodisation. Alors, une périodisation avec des durées vraiment à titre indicatif, c'est-à-dire que j'essaie de séparer depuis le début de la scolarité obligatoire, plus ou moins dans les cantons de Suisse romande, jusqu'à aujourd'hui, pour voir un petit peu comment a évolué justement ces rapports entre les parents et les professionnels de l'enseignement et de l'éducation. Et donc, cette périodisation n'est pas à prendre au pied de la lettre, d'accord? Ce sont encore une fois des données que j'ai pris vraiment, un découpage que j'ai fait un peu, pas à la louche parce que c'est documenté bien sûr, mais je ne suis pas à l'année près et je ne suis pas vraiment au mois près non plus. Donc ces 3 parties, je ne vous en dis pas plus maintenant, puisque vous allez voir qu'en plus d'après moi d'être relativement explicite, les titres de ces parties vont être un petit peu étayés. Si on veut comprendre l'évolution des rapports entre les parents et les professionnels de l'éducation, cette évolution-là, d'après moi, on a souvent tendance à la voir uniquement, à la prendre comme si elle s'équivalait en elle-même. Néanmoins, il me semble qu'elle doit être mise en relation, notamment, particulièrement quand on parle d'enfants à besoins éducatifs particuliers ou d'enfants en situation de handicap. Elle doit être mise avec 2 autres évolutions socio-historiques. La première qui est l'évolution des catégories, comment on a parlé de l'enfance en fait différente, comment on a catégorisé en fait au cours de 1890 à 2023 en fait ces enfants qui différaient par leur comportement des normes de santé ou des normes de développement établies par les savoirs médico-psychologiques, mais également les modalités de scolarisation et les modalités d'accueil qui leur ont été réservées à travers ces 3 périodes-là. D'après moi, en tout cas, essayer de comprendre l'évolution des rapports en fait, entre les parents et les professionnels sans prendre en considération ces 2 autres trames socio-historiques, c'est avoir un regard au pire minimaliste et puis au mieux minimaliste et au pire extrêmement délétère en termes de savoir, quoi. Voilà. Donc on rentre tout de suite dans la première période que j'ai appelée la période de la rupture consommée. Donc, dans la fin du 19e siècle, on commence, un peu avec l'héritage des philosophes des Lumières, mais on commence à imaginer qu'en fait, il commence à avoir des connaissances accumulées qui tendent à faire penser en fait que l'enfant n'est pas juste un petit adulte en devenir,
c'est un enfant qui a son propre, c'est un individu qui a son propre développement, qui a ses propres caractéristiques, ses propres comportements, son propre langage. C'est un individu en tant que tel et ce n'est pas un individu en miniature. Et puis du coup, commence à se développer en fait un souci de l'enfance, vraiment une conservation de l'enfant, un souci de conserver en fait, de protéger l'enfant de toutes les influences délétères qui pourraient intervenir dans son milieu. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'intervient la première création de l'Institut médico-pédagogique, notamment dans le canton de Genève, qui intervient à la fin du XIXe siècle, mais c'est dans ce contexte-là que ces œuvres philanthropiques commencent à faire leur apparition. On a l'aménagement aussi dans ce temps-là en fait, de certaines catégories, de certaines appellations pour désigner l'enfant s'écartant des normes plutôt, là en l'occurrence si on reste sans faire d'anachronisme, mais en tout cas des normes de bonne morale, de bonne hygiène. On commence à voir en fait les termes d'enfants vicieux, d'enfants crétins disparaître peu à peu pour laisser la place à quelque chose qui paraît tout aussi infamant quand on l'entend aujourd'hui, mais qui change complètement la perspective, c'est l'apparition de l'enfance anormale, l'enfance déshéritée. D'accord ? Ce changement de catégorisation, le fait de mettre à distance ces termes de vicieux et de crétins, fait changer la perspective sur d'où viennent en fait les comportements déviants des enfants. Ils viennent plus de l'enfant lui-même, mais ils viennent de son milieu d'éducation. D'accord ? La normalité permet de changer, on n'est plus dans une vision complètement essentialisante de l'enfant. Et cette stabilisation va rester, et ça va être une catégorie, la catégorie des enfants anormaux va rester très longtemps dans le langage courant, dans le langage des institutions. Du coup, si une partie de la cause des comportements dits déviants des enfants porte sur les familles, c'est qu'on voit apparaître le délit de mauvaise éducation. D'accord ? C'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on commence à faire porter le chapeau aux familles. Et puis, bien sûr, il y a une différence qui est là, c'est qu'on vient très vite qu'en fait, il y a des anormaux perfectibles, ceux qu'on peut vraiment envoyer à l'école, qui sont capables d'apprendre à minima quelque chose. Et puis, il y a les anormaux éducables, pour reprendre la terminologie idoine. Et puis, les anormaux non perfectibles, où là, du coup, ce sont des enfants qui sont envoyés très clairement dans des asiles ou dans des hospices. Donc, ce que nous apprend en fait Francine Muel-Dreyfus, déjà en 1975, qui a fait un travail autour de l'aménagement et de l'érection en fait, de la scolarité obligatoire pour l'enfance, elle montre très bien en fait que le mouvement en faveur en fait, de l'enfance dite anormale est forcément extrêmement corrélé en fait, à ces mouvements pour protéger l'enfant des mauvaises mœurs, de la faible moralité de ses parents, de son milieu de vie originel. Et effectivement, l'enfance en danger, tous les enfants ne sont pas en danger de la même manière, ça dépend un petit peu de leur origine sociale. Les classes populaires de l'époque, donc qui étaient surtout des ouvriers, en fait des personnes qui travaillaient de l'agriculture et puis qui à la fin, avec la révolution industrielle, ont tendance à aller dans les villes pour pouvoir chercher du travail et subvenir à leurs besoins, sont ces nouvelles classes populaires qu'on voit émerger, ces classes populaires urbaines, qui sont vraiment pointées du doigt par toute la société, par les politiques, pour vraiment être des nids de petites vertus, de faible moralité, vraiment de mauvaise hygiène, et qui seraient vraiment à essayer de contrôler au maximum. Ce sont ces familles des classes populaires qui sont principalement dans le viseur de ces politiques en faveur de la protection de l'enfance, puisque ce sont ces familles-là qui sont les moins familières de la fréquentation de l'école obligatoire, qui est devenue obligatoire. Ce sont ces familles-là qui continuent à mobiliser leurs enfants dans les travaux quotidiens, dans les travaux domestiques, dans les travaux dans l'atelier des parents ou pour différentes tâches de cet ordre-là. Donc ce sont ces enfants-là qui, encore une fois, apparaissent aux yeux de l'école, qui devient vraiment un espèce de gyrophare. Vu que la scolarisation est devenue obligatoire, ça devient un gyrophare qui permet de détecter en fait, les enfants qui seraient potentiellement en danger de devenir des mauvais
et des mauvais citoyens et citoyennes. D'accord? Donc les classes populaires sont vraiment les sites privilégiés de ces politiques de l'enfance en danger. A l'inverse, les classes aisées tendent plus facilement à échapper au regard de l'État pour deux raisons. D'une part, elles sont généralement soit elles ne fréquentent pas forcément l'école au sens ordinaire du terme, mais également parce que quand il y a le cas d'un enfant anormal qui naît dans une famille aisée, on le cache. C'est-à-dire qu'ils ont les ressources matérielles et symboliques pour que la normalité de l'enfant reste dans la sphère intime. Voilà, on ne le montre pas à l'école, ça reste vraiment dans l'entre-soi. Alors, je vous présente ça un peu, ça vous paraît peut-être un petit peu à la louche, hein, mais c'est un peu le but, c'est pour vous montrer les tendances. Il faut se garder de toute dichotomie, ça veut dire qu'il y a évidemment des parents ouvriers et ouvrières qui sont battus pour que leur enfant ne soit pas considéré comme des anormaux, qui sont battus contre leur mise en institution, contre leur prise en charge dans les hospices, mais il y a également des institutions qu'on disait d'éducation spéciale qui étaient implantées dans les quartiers réputés riches. Donc, ce n'est pas totalement tout blanc ou tout noir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les familles dites populaires de cette époque-là sont doublement exposées. Doublement exposées, d'une part, parce qu'effectivement, elles sont pointées du doigt comme étant les sources de l'anormalité enfantine. Première raison. Deuxième raison, parce que ce sont effectivement les familles qui ont le moins de moyens, le moins de ressources pour cacher en fait le fait qu'elles ne vont pas fréquenter l'institution scolaire et cacher l'anormalité de certains enfants qui pourraient naître en leur sein. On entame tout de suite la seconde période que j'ai appelée la période du rapprochement partiel et inégal. Ces enfants qu'on considérait comme anormaux, qui étaient placés dans des hospices ou dans des asiles, ont un coût. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, vous le savez, hein, elle est durement touchée, que ce soit démographiquement, mais aussi économiquement. Il faut tenter de se relever. Et puis, dans ces stratégies en fait, de rationalisation des coûts, et ces stratégies pour essayer de remettre un petit peu l'industrie à flot, mais également les sociétés, ces enfants considérés comme anormaux sont un coût extrêmement important puisqu'on paye pour leur prise en charge et ensuite ils ne rapportent rien. Alors, ça peut vous paraître extrêmement froid quand je vous dis ça comme ça, mais c'est une réalité historique. Donc il faut la prendre en compte et puis elle est nécessaire pour comprendre le passage à la notion de handicap à l'enfance. La notion de handicap, elle a d'abord été réservée aux adultes dits infirmes, dû à un accident de travail, et puis peu à peu, on commence à l'appliquer à la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux personnes, aux combattants et aux combattantes qui reviennent de la guerre, et puis du coup qui sont soit traumatisés, soit qui ont des blessures physiques qui les rendent incapables de réaliser une quelconque tâche dans une entreprise ou de fournir un service à la société. Et en fait, on va commencer à se demander, en fait, mais si on commençait à appliquer en fait, cette notion de handicap à l'enfance, pourquoi en fait l'enfant serait d'emblée classé dans la normalité, puis on ne peut plus rien y faire? Enfin, si, vous direz, oui, il y a les anormaux éducables, et puis il y a les anormaux non perfectibles, mais on est sur quelque chose de très séparatif, alors qu'en fait, avec la notion de handicap, on commence à imaginer qu'ils peuvent être utiles à quelque chose, en fait, ces enfants-là. Ils peuvent commencer à apprendre quelque chose, et même si ce sont des gestes simples, même si ce sont des ateliers, vous m'excusez là encore une fois d'anachronisme, dans des ateliers protégés, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, mais ils peuvent faire des gestes, ils ne sont pas juste, ce ne sont pas juste des poids morts. Et c'est ce que nous dit très bien Wajcman, hein, c'est que ce basculement de l'anormalité au handicap est fondamental puisqu'il symbolise vraiment la sortie de la culture du déchet inutile. Alors là, c'est très dur hein, de le dire comme ça, mais c'est un basculement qui est énorme par rapport à la vision qu'on avait de ces enfants-là. C'est-à-dire que vraiment, tout d'un coup, l'enfant est plus seulement anormal, il est handicapé. Et qui dit handicap dit potentiellement remise
en réadaptation, remise en forme, si vous me passez l'expression. Et c'est d'ailleurs cette période-là que se développe, en lien avec toutes les disciplines médico-psychologiques et thérapeutiques, un développement massif vraiment de toutes les techniques de réadaptation. Hein. Donc que ça soit autant pour la posture, que ça soit autant pour le langage, que ça soit pour les troubles de l'intelligence, pour la communication. Vraiment, il y a un développement massif de ces outils de réadaptation. Et vraiment, du coup, pour les parents, c'est un espoir. Puisqu'il y a l'espoir qu'en intervenant de manière de plus en plus précoce sur les corps et les esprits des enfants désignés comme handicapés, ces enfants pourront rejoindre à un moment donné la cohorte des citoyens et des citoyennes ordinaires. D'accord ? Donc c'est aussi ce basculement-là qui est à prendre en compte. C'est d'ailleurs pas étonnant que ça soit à ce moment-là que se crée vraiment, à la fin des années 50, début des années 60, une grande partie des associations qu'on connaît aujourd'hui, qui sont toujours actives, hein, mais c'est à ce moment de l'application de la notion de handicap à l'enfance que commence à se créer notamment INSI Genève, INSI Evo en 1962, Association suisse d'aide aux handicapés mentaux 1959. Toutes ces associations de défense des droits des personnes en situation de handicap et par extension des enfants en situation de handicap. D'accord ? Et ce n'est pas un hasard si elles apparaissent à ce moment-là. C'est justement parce que ce sont des forces avec lesquelles il faut désormais compter pour essayer de sortir ces enfants de la fange du déchet inutile, pour reprendre encore une fois les mots de Bachmann. Ces associations, en se créant, elles peuvent bénéficier aussi d'un courant qui apparaît, alors peut-être un peu plus tard que les années 60, hein, c'est début des années 70 plutôt, le courant ce qu'on appelle les Disability Studies. Donc les Disability Studies, c'est un courant de recherche qui est né de la mise en fait, qui a plusieurs caractéristiques. L'une de ces caractéristiques, c'est de sortir du modèle essentialisant du handicap. Ce sont d'ailleurs les chercheurs et les chercheuses qui ont travaillé dans ces Disability Studies qui sont à la base du modèle social du handicap et qui dit justement que ce n'est pas la personne en soi qui est handicapée, c'est l'interaction avec son environnement qui le rend handicapé. D'accord ? Donc, première caractéristique, c'est justement de ces Disability Studies, c'est de sortir de ce modèle médical uniquement réadaptatif du handicap, mais de dire maintenant il y a une influence de l'environnement aussi dans cette production du handicap. L'autre particularité, c'est que tous les chercheurs et toutes les chercheuses travaillent de manière interdisciplinaire. Il n'y a plus que des psys, des médecins ou des thérapeutes. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des ethnologues qui commencent à s'intéresser à la question du handicap et à la question du handicap de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de place dans la société ? D'accord ? Et dernière caractéristique qui est à mettre tout à fait en lien avec la création de ces associations, c'est que ces Disability Studies ont une dimension militante. Il ne s'agit pas seulement de produire des savoirs en vue de mieux comprendre la place des enfants et des personnes en situation de handicap dans la société, mais ils visent aussi à dire en fait, ce sont des personnes comme les autres. Ils ont des droits et en ce sens, ça vaut la peine de militer. Et du coup, toute une partie des savoirs accumulés par les Disability Studies vont être récupérés, vont donner une légitimité justement à ces associations qui vont s'en servir pour essayer d'asseoir leurs revendications. Pour les parents qui se retrouvent généralement derrière, en fait, qui sont souvent à l'initiative de la création de ces associations-là, alors ce ne sont pas toutes les classes de parents, vous aurez bien compris, hein, ce sont les parents effectivement qui sont généralement les plus familiers des savoirs scientifiques, qui vont pouvoir récupérer ces savoirs-là et puis faire monter leurs revendications, mais ils vont gagner un droit de regard sur ce qui se passe autour de leur enfant. Alors qu'ils étaient totalement mis de côté et puis considérés comme des ennemis de l'éducation de leur enfant considéré en situation de handicap, éventuellement responsables pour les mères de la situation de handicap de leur enfant, tout d'un coup, ils vont gagner un droit de regard. Alors ce droit de regard, ne veut pas dire un droit d'agir ni un droit d'expression. Les parents ont un droit de regard, mais ils restent dans le camp des profanes. Ce ne sont pas des experts au même titre que les professionnels qui ont un titre qui légitime leur expertise. D'accord ? Donc, les parents ont gagné un droit de regard, ils se sont rapprochés. Pas tous les parents, ce qui justifie l'inégalité du rapprochement,
Et finalement, face à la montée des revendications, en fait, le système scolaire commence à s'assouplir, même si je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais commence en tout cas à accueillir entre ses murs des enfants en situation de handicap, mais il reste une fièvre, comme Jean-Simon l'appelle, une fièvre ségrégative, c'est-à-dire que les enfants en situation de handicap accueillis que ce soit dans les structures ordinaires de la petite enfance, mais également dans le monde de l'école, restent ségrégés. Que ce soit une ségrégation structurelle, au sens où ils sont mis dans des bâtiments séparés, soit une ségrégation vraiment à l'interne, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui fréquentent soit les greniers, soit les sous-sols, soit les placards sous l'escalier. Enfin, ce sont des enfants qui, même s'ils sont accueillis au sein de l'école, on les laisse de côté. Ils ne participent pas au cours ordinaire de la classe. Voilà pour cette deuxième période. On en arrive à la dernière, que j'ai datée jusqu'à 2023, mais je pense qu'elle va durer encore un petit moment, que j'ai intitulée vraiment une proximité obligatoire. Et cette période s'ouvre avec deux changements majeurs. Un changement majeur dans la manière, encore une fois, de catégoriser l'enfant en situation de handicap et la manière de voir son accueil dans les structures ordinaires de l'éducation et de l'enseignement. On voit apparaître l'émergence de la catégorie d'enfants à besoins éducatifs particuliers au début, plutôt à la fin des années 70, début des années 80. Généralement, cette catégorie d'enfants à besoins éducatifs particuliers, pour désigner l'enfance différente, on la rapporte au rapport Warnock, qui est un rapport qui a été rédigé en Grande-Bretagne par la personne qui s'appelle quelque chose Warnock, excusez-moi, je ne me souviens plus de son prénom, mais on a tendance à rapporter en fait cette dénomination-là à ce rapport-là, ce qui est un petit peu faux historiquement, puisqu'il y avait eu des mentions antérieures de cette question des besoins éducatifs particuliers, Special Educational Needs, pour parler en anglais. Une première référence qui date de 1967 et puis une autre de 1971. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui, en tout cas, au niveau du monde anglo-saxon, existait déjà bien avant nous. Cette catégorie d'enfants à besoins éducatifs particuliers s'érige vraiment en norme internationale, vraiment avec la déclaration de Salamanque, qui la reprend à son compte. Donc c'est 94, hein. Mais cette dénomination, cette catégorie existait déjà avant, de manière locale ou de manière même nationale, en tout cas dans les territoires anglo-saxons. Avec ce changement de catégorisation, s'infléchit aussi une réflexion autour de, pas seulement de l'intégration, mais de l'inclusion de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu que les besoins des enfants ne sont plus vus uniquement en termes de déficience ou de besoins médicaux, mais en termes de besoins éducatifs, l'environnement éducatif y peut quelque chose. Vous voyez ? Dans ces changements de catégorie aussi, il y a un changement de regard sur ce que peut l'environnement et sur ce que peuvent les institutions d'accueil de la petite enfance ou l'institution scolaire, tout simplement. Donc il y a une réflexion inclusive qui est contemporaine vraiment de cette nouvelle catégorie et qui se trouve aussi érigée en normes qui commencent à vraiment atteindre un niveau international, aussi avec la déclaration de Salamanque de 94. Donc c'est vraiment ces deux choses-là, ces deux éléments-là arrivent plus ou moins au même moment et deviennent importants avec le même texte international. Vous allez me dire, ok, et tout ça, qu'est-ce que ça fait en fait au rapport entre les parents et les différents professionnels? Eh bien, au début des années 90, que ce soit des études nord-américaines ou des études françaises, mais également en Suisse, commencent à promouvoir, en fait, à montrer avec des chiffres à l'appui que le fait que les parents et les professionnels travaillent main dans la main améliore la prise en charge de l'enfant. C'est-à-dire que tout le discours politique qui était de dire on revendique un droit de regard et éventuellement un droit d'expression pour les plus téméraires d'entre eux, un droit d'expression sur ce qui se passe autour de la prise en charge de notre enfant, va commencer à être étayé scientifiquement. Et qu'à un moment donné, le discours politique se légitime par un discours scientifique.
Et il va arriver la notion de continuité éducative, thérapeutique ou scolaire qui vient à un moment donné peut-être constituer peut-être le concept, ou en tout cas la notion le phare, en tout cas de ce rapprochement, ou en tout cas de ce travail main dans la main que sont censés mener les parents et les professionnels pour le bien-être de l'enfant. Parce que c'est censé améliorer la prise en charge, parce qu'il est censé avoir une continuité entre ce qui est proposé dans les cabinets des thérapeutes et ce qui est fait dans l'espace domestique. Toujours avec l'idée que du coup l'enfant est au centre. Bien sûr, ça c'est aussi une nouvelle conception de l'enfant, c'est que l'enfant n'est pas seulement un objet dont on parle entre adultes, c'est que vraiment l'enfant, les besoins de l'enfant sont pris en premier lieu. Donc les parents ne sont plus forcément formellement, alors là j'attire votre attention sur le formellement, c'est extrêmement important pour la suite. Les parents ne sont plus formellement considérés comme des profanes comme ils l'étaient jusqu'à maintenant. Au nom du lien qui les unit à leur enfant, de la fréquentation qu'ils en ont au quotidien, ils sont considérés comme des experts de leur enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ça me brûle presque la langue d'aller plus loin là-dessus, mais on va en rester là, parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence. Mais voilà, en tout cas, on voit tout à coup se déplacer une représentation du parent, plus seulement comme profane de l'enfant, comme profane en tout cas d'un certain nombre de savoirs, des savoirs relatifs à son enfant, mais comme un parent expert qui a son mot à dire et qui devrait mériter d'être entendu par les professionnels. Et puis finalement, c'est dans ce contexte de promotion vraiment du partenariat, en fait, d'un rapprochement entre les parents et les professionnels, que cet petit outil qu'on appelle le travail en réseau, qui vraiment est entré dans le langage courant, hein, maintenant, on travaille tous en réseau, de manière plus ou moins lâche, de manière plus ou moins rapprochée, mais tout le monde est en réseau avec tout le monde. Mais il y a une vraie réflexion théorique là derrière, c'est-à-dire que le réseau, c'est vraiment un outil qui vient supporter cette injonction au partenariat. D'accord ? Une injonction au partenariat entre les parents et les professionnels. Puisque si on regarde un petit peu ce qui s'écrit, en tout cas dans la littérature qui porte sur ce que devrait être un réseau, le réseau devrait s'opposer vraiment au travail et à l'autorité d'une institution qui est toute puissante, omnisciente, et puis qui permettrait de dire en fait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, avec un regard complètement unilatéral. Non, le réseau permet d'avoir une communauté d'expertise, une communauté de points de vue qui permet de prendre des bonnes décisions sur la base d'un consensus. Il participerait aussi à une prise en charge sur mesure, c'est-à-dire le réseau participerait à ne pas à faire du traitement collectif pour tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, mais à s'adapter au plus proche des besoins de chaque enfant, à être capable en fait de revoir la prise en charge en fonction de l'évolution des besoins de l'enfant. C'est vraiment, on fait du sur-mesure avec le réseau. Et finalement, le réseau postulerait une équivalence des contributions des protagonistes. C'est-à-dire que travailler en réseau, c'est reconnaître que toutes les personnes qui sont intégrées au réseau, qui sont autour de la table au moment des rencontres, ont quelque chose à dire qui mérite d'être entendu. Il n'y a plus de hiérarchie entre les professionnels, il n'y a plus de hiérarchie entre les parents et les professionnels. Toutes les personnes autour de la table méritent d'être entendues au même titre. C'est de la théorie tout ça, hein. D'accord ? Vous avez bien compris. Mais c'était juste pour vous montrer en fait que non, il y a bien des travaux scientifiques, des travaux théoriques qui ont été faits sur cette notion de réseau et qui montrent ce que c'est censé être un réseau. Et c'est pour ça que le réseau devient ce que j'ai appelé vraiment la cheville ouvrière du partenariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le réseau est l'outil qui permet de travailler en partenariat. On ne fait pas du réseau si on ne veut pas travailler en partenariat. Et si on veut travailler en partenariat, on ne peut pas le faire tellement autrement que de travailler en réseau. D'accord ? C'est vraiment un dispositif qui concrétise l'ambition de faire participer sur un pied d'égalité toutes les personnes concernées par une situation qu'on peut considérer comme problématique avec des guillemets. Voilà, vu que je fais partie, comme représentant de la HEPVO, et puis que je suis censé représenter l'esprit pédagogique de cette maison, je vous ai fait un petit schéma pour vous résumer tout ça. Avec deux entrées, hein, je pense que ça va pas trop être difficile à saisir. Hein. Voilà, avec les trois lignes, les trois trames socio-historiques que je vous ai mentionnées au début, mon trois découpages, avec vraiment cette première période que j'ai appelée vraiment la rupture consommée, donc du coup, où les rapports parents-professionnels
il y a vraiment une mise en cause des parents. Les parents sont responsables et ce sont les parents qui sont pointés du doigt comme étant la cause de la déviance de leur enfant. D'accord, ce sont vraiment des parents ennemis, l'enfant est anormal, et puis surtout, on fait une séparation complète, on ne fait pas tellement du sur-mesure pour l'enfant. Tous les enfants qui s'écartent de la norme sont mis dans les mêmes hospices, dans les mêmes asiles. Il n'y a pas tellement de différenciation. Hein. Deuxième période, un rapprochement inégal et partiel. Là, on commence à avoir un droit de regard sur l'impulsion de ces associations qui sont battues, qui ont été soutenues par certains courants scientifiques comme les Disability Studies. On parle d'enfance handicapée qui peut être du coup réadaptée, en tout cas avec laquelle on peut travailler et puis qui est utile à quelque chose. Et puis on commence à avoir une intégration structurelle mais peu différenciée, c'est-à-dire qu'il y a aussi peu de différences diagnostiques entre les enfants aussi. C'est quelque chose à prendre en considération à cette période-là. Tout ce qui est 10, par exemple, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, on ne fait pas tellement de différence à cette époque-là, dans les années 60. Hein. C'est un peu tout pêle-mêle, on ne fait pas aussi de différence sur le TSA. Voilà, c'est un peu, on fait du gros lot, quoi. Et puis avant cette dernière période, 1990-2013, où là, du coup, il y a un rapprochement, une injonction à travailler en partenariat avec des parents qui ne sont plus seulement vus comme des profanes et encore pire comme des ennemis, mais vraiment comme des experts de leur enfant. Et donc, du coup, on va commencer à parler d'enfants à besoins éducatifs particuliers, vraiment pour remettre la notion en fait, d'éducation au centre, que c'est plus l'écart à la norme n'est plus seulement un écart physiologique ou médical, mais un besoin éducatif. Puis une tendance à l'inclusion avec une prise en charge vraiment sur mesure de l'enfant au plus proche de son évolution. Voilà. Dernière chose avant de laisser la parole. Il ne faut pas oublier de lire cette frise, cette trame, au regard des inégalités de classe, notamment entre les parents. Hein. Tous les parents ne sont pas ennemis de la même manière, tous les parents ne sont pas profanes de la même manière, et surtout, à l'heure actuelle, tous les parents ne sont pas experts de la même manière. Je vous laisse sur cette note de réflexion, et vous aurez la bibliographie aussi.